messieurs, bonjour, salut à tous, bienvenue à votre émission Droit aux citoyens. Droit aux citoyens, pour cette édition, on doit parler de l'éducation, du droit à l'éducation. Et pour cette édition, nous recevons un invité très spécial. Il s'agit d'un didacticien, d'un enseignant de haut vol. Il s'agit du docteur Clébert Otou. Docteur Clébert Otou est spécialiste en sciences de l'éducation, didacticien de culture nationale. Alors, docteur Clébert Otou, salut à vous. Et d'abord, au-delà de votre salutation, la première question que je me demande, qu'est-ce qui entre dans tout ce titre, docteur? Oui, merci monsieur de m'avoir invité à cette émission. C'est un honneur pour moi d'être face à vous et face à vos téléspectateurs pour adresser les questions qui m'ont été proposées. Déjà, vous me demandez qu'est-ce qui rentre dans mon titre. Effectivement, je suis didacticien de culture nationale. Ça veut dire que dans les programmes scolaires au Cameroun, il y a une discipline qu'on appelle culture nationale. L'objectif de cette discipline, c'est justement de mettre à la disposition de nos apprenants les us et coutumes du terroir pour qu'ils échappent, n'est-ce pas, aux affres de la mondialisation, pour qu'ils soient enracinés dans leur culture. Voilà l'objectif de cette discipline. J'ai donc eu la chance, ou la grâce même, d'adresser ces questions à un haut niveau. C'est ce qui m'a valu le titre de docteur. J'ai soutenu la thèse dans ce domaine le 17 octobre 2015 à l'université Mariam Gouabi à Brazzaville. Donc voilà pourquoi subitement vous m'appelez docteur et vous dites que je suis didacticien de cette discipline. La didactique, bien évidemment, étudie comment transmettre la culture nationale. Quels sont les différents contenus, quelles sont les méthodologies appropriées pour permettre à nos enfants de s'approprier les cultures camerounaises. La culture nationale entre dans l'éducation dans son ensemble chez nous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un droit à l'éducation en général? Bon, je crois que pour répondre à cette question, il est bon déjà de définir ce que signifie éducation. Dans cette définition, vous allez comprendre qu'il s'agit effectivement d'un droit de l'homme. La définition de l'éducation sur le plan étymologique a deux orientations. Il y a une orientation, on dit educare, qui signifie nourrir, et exducere, qui signifie sortir hors de, mettre hors de. La première orientation signifie tout simplement que on donne à l'enfant un certain nombre de choses pour lui permettre de grandir. C'est-à-dire qu'il est là, on lui donne des connaissances, on lui donne le savoir-faire, le savoir-vivre. Mais la deuxième orientation qui est pour moi très intéressante, exducere, signifie le sortir hors de, sortir quelqu'un hors de. Ça veut tout simplement dire, s'il faut éviter de trop disserter, que l'éducation est le processus par lequel on sort l'homme de l'état animal vers l'état humain. Exducere, sortir de. Donc sortir de l'état animal vers l'état humain. Dans l'éducation, on nourrit l'individu pour qu'il sorte de l'état animal vers l'état humain. Oui. Ce qui veut dire que l'éducation devient une obligation. Mais non seulement c'est même un droit pour l'enfant, mais le parent qui donne son enfant au monde a l'obligation de l'éduquer. Sinon, il va faire de cet enfant plutôt un animal. Voyez-vous, il est démontré que lorsqu'un enfant, si vous accouchez par exemple, si vous donnez au monde un enfant, et il ne grandit pas parmi les hommes, il grandit parmi les animaux, il va se comporter exactement comme un animal. Une façon de dire que le parent qui n'envoie pas son enfant à l'école, au point où on rencontre dans la rue des enfants de la rue qui disent nous n'avons pas fréquenté parce que les parents n'ont pas eu les moyens de nous envoyer à l'école, c'est-à-dire les parents n'ont pas assumé leurs obligations. Effectivement. Et les enfants n'ont pas revendiqué leur droit à l'obligation. Bon. Une façon de dire qu'il y a un droit à l'éducation. Absolument, absolument. Mais ce droit n'est pas toujours codifié. Bon, disons que ce que je viens de dire là, vous voyez que j'ai démontré à partir de la définition de l'éducation que l'éducation que le droit à l'éducation est intrinsèquement lié
à sa définition. C'est-à-dire que, imaginez-vous, un enfant vient au monde et ne reçoit aucune éducation de ses parents. Il n'a ni un savoir, ni un savoir-faire, ni un savoir-être. Vous comprenez donc qu'un tel enfant ne peut être qu'un animal. Or, l'enfant, pour que l'enfant ait le statut d'homme, il faut qu'il reçoive une éducation. Bon, ça c'est l'éducation générale, disons de manière globale. Maintenant, il y a un autre type d'éducation un peu plus spécialisée qui est l'éducation scolaire. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. L'éducation scolaire, justement, est également un droit. L'enfant a le droit à l'éducation. Qu'est-ce qui est la différence entre les deux formes de définition que vous conférez à l'éducation? Bon, vous voyez que la définition que j'ai donnée à l'entame de mes propos est une définition un peu large. C'est-à-dire que là, maintenant, tous les milieux peuvent éduquer l'enfant. Bon, il y a la... Est-ce qu'on peut pas associer cette éducation globale, la première définition, à la socialisation? Bon, on peut le dire. On peut parler de la socialisation, en gros, puisque, en fait, l'objectif de tout processus éducatif, c'est de permettre à l'enfant de s'intégrer dans son milieu de vie. Bon, bien qu'il y a eu quelques auteurs qui ont essayé de nuancer ces propos en développant les thèses individualistes de l'éducation, nous savons avec Durkheim que l'éducation a pour principal objectif l'intégration de l'individu dans son milieu social. Alors ça fait donc un enfant qui n'a pas reçu une éducation appropriée, bon, je mets maintenant l'expression appropriée, est un enfant qui ne peut pas bien s'adapter dans son milieu et ne peut même pas s'adapter à son époque. Ça fait donc que l'éducation vue sous cet angle est absolument un droit de l'homme. Ça fait partie des droits de l'homme, des droits de l'enfant. L'enfant a droit à l'éducation. Alors, lorsque vous parlez de l'enfant qui a droit à l'éducation, comment est-ce que ce droit à l'éducation est appliqué au Cameroun? Bon, surtout que je rappelle que sur ce plan, vous êtes aussi en service à la délégation régionale de l'éducation de base. Bien, je ne voudrais pas sortir le Cameroun du contexte général, contexte mondial par exemple. Les OMD, c'est-à-dire les objectifs du millénaire pour le développement, a défini 8 priorités, n'est-ce pas, qui devraient indiquer le progrès de l'humanité. Parmi les objectifs du millénaire pour le développement se trouve en bonne place l'éducation. C'est le thème 2, c'est l'objectif 2, c'est l'éducation. Et il est dit là que d'ici à 2015, moi je cite ce texte, d'ici à 2015, il faut donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Voilà le contexte mondial. Donc, ici, on insiste sur le fait que les enfants, quel que soit leur sexe, parce qu'on a aussi constaté qu'il y a des discriminations, il y a des sociétés qui privilégient plutôt, qui préfèrent envoyer les garçons à l'école au lieu d'envoyer les filles, en réduisant les filles aux tâches ménagères. Ici, cette disposition de l'éducation pour tous dit qu'il faudrait que cette année, puisque en fait le point de chute c'était cette année, ça a été même déjà évalué malheureusement, on a constaté qu'il y a eu juste quelques progrès, mais les objectifs n'ont pas été pleinement atteints. Les objectifs n'ont pas été pleinement atteints, ça a été déjà évalué. Bon, mais vous comprenez... Pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints? Non, ça c'est un autre débat. On va y revenir. Je disais donc que de manière globale, et s'agissant du contexte mondial, il y a déjà cette préoccupation qu'il faut donner à l'enfant les moyens, il faut donner à l'enfant une éducation et une éducation de qualité. Et pour assurer une éducation de qualité, on a donc pensé que au-delà de l'éducation familiale, qui est suffisamment recommandée, mais aussi suffisamment diffuse, il faudrait mettre les enfants dans le système formel d'éducation qu'est l'école. C'est pour cela qu'on parle de l'éducation primaire, de l'école d'études primaires. L'étude primaire étant ici l'indicateur, c'est-à-dire ce qui indique que l'enfant a quand même eu une éducation calibrée. Ça, c'est la préoccupation mondiale. Bon, maintenant,
En ce qui concerne le Cameroun a ratifié ces accords. Le Cameroun a fait sien l'éducation pour tous. Et au niveau donc du Cameroun, il y a eu un certain nombre de changements de paradigme dans l'enseignement. Vous allez constater qu'à un moment donné, nous sommes passés de l'éducation nationale en général à la fragmentation en différents ministères. Beaucoup de gens ne comprennent pas toujours. C'est le souci d'efficacité qui a induit cette fragmentation-là. Maintenant, nous avons l'éducation de base qui a des objectifs précis. Nous avons les enseignements secondaires avec des objectifs précis. Et enfin, nous avons l'enseignement supérieur. Bon, vous allez constater que au niveau de base, on parle d'éducation et non d'enseignement de base. Donc, il y a là un changement paradigmatique, terminologique, si vous voulez, qui induit les changements de fond dans la manière de percevoir l'éducation scolaire. Donc, le Cameroun s'est donc arrimé à l'éducation pour tous en transférant un certain nombre de compétences plutôt à l'éducation de base. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'éducation de base s'occupe effectivement des élèves en âge scolaire jusqu'au cours moyen 2, c'est-à-dire qu'on suppose qu'ils atteignent le cours moyen 2 là vers l'âge de 14 ans. Il s'adresse également aux enfants, à la couche de la population qui n'a pas pu bénéficier de l'éducation scolaire, d'où le pan important de l'alphabétisation qui a été renvoyé à l'éducation de base. On a retiré ce pan à la jeunesse et sport d'avant pour ramener plutôt à l'éducation de base. Ça, c'est les agencements structurels qui permettent de comprendre que le Cameroun s'est arrimé à ces dispositions-ci. Et il y a également qu'en dehors de l'alphabétisation, il y a également l'éducation de base non formelle qui s'adresse là à un type de population. Et enfin, il y a la promotion des langues maternelles dans le volet des langues maternelles ou des langues nationales. Dans le volet promotion des langues nationales, il est question de mettre à la disposition de toutes les couches de la société une éducation à partir de leur langue nationale. Et avec cela, à travers cette nouvelle donne, on s'assure par là que chacun a eu une éducation. Donc, que chacun a une éducation et que personne n'est laissé de côté. Voilà les dispositions institutionnelles. Pour respecter le droit, de l'accès à l'éducation pour tous. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans ce même cadre que le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a prôné et mis en œuvre la gratuité de l'éducation au niveau primaire? Effectivement, c'est dans le même sens. C'est qu'on s'est rendu compte que l'école primaire était chère. Disons que l'école primaire était coûteuse pour la population qui de plus en plus s'appauvrissait. Vous savez qu'à un moment donné, nous sommes passés de PPTE, ainsi de suite, donc nous avons connu beaucoup de problèmes économiques. Sur le plan de la croissance, il y a eu un ralentissement, sinon une régression économique. Alors ça fait donc qu'en ce moment-là, après avoir étudié le système éducatif, on s'est rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles les enfants n'allaient pas à l'école, les parents n'envoyaient pas suffisamment les enfants à l'école, c'était qu'ils n'avaient pas de l'argent pour payer. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les collages. Ils appelaient ça les collages ou bien les frais qui étaient presque obligatoires. Donc, de manière formelle, quoi. Même si aujourd'hui, c'est obligatoire de manière informelle. Bon, disons donc que c'est dans ce cadre-là. On s'est donc rendu compte que l'un des facteurs de ralentissement de l'éducation pour tous était les frais de scolarité. Et comme il était question, ou bien comme il est question de permettre aux enfants d'avoir au moins un cycle complet d'études primaires, on a donc à ce niveau-là enlevé ce boulot d'étranglement que constituaient les pensions et l'État a donc pris en charge tous les enfants à cet âge-là, surtout l'école primaire. L'école maternelle n'est pas concernée. Donc voilà comment l'État, n'est-ce pas, a essayé de s'arrimer à la nouvelle donne. Et pour terminer, il faut savoir que
les études sont en cours. Nous avons fait un séminaire dernièrement où il était question maintenant d'implémenter l'éducation non formelle à base communautaire. Il s'agit donc maintenant, on s'est rendu compte pourquoi cette nouvelle donne. C'est parce que l'État à l'évaluation s'est rendu compte que le maillon que constitue l'enseignement maternel, l'école maternelle, est cher. Or, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui sont dans les quartiers, qui ne peuvent pas aller à l'école maternelle nouvelle, la formule actuelle. Déjà parce que, à l'école maternelle publique, il faut débourser au moins 7 000 francs. Je crois que vous le savez, oui, sans compter la nutrition de l'enfant, la tenue de l'enfant, et tout les ce qui tourne autour, les jouets et tout le reste. Tout le Si on regarde donc le coût à ce niveau, et le coût est faramineux. Ça fait donc qu'on est en train de réfléchir sur la mise en place des écoles maternelles communautaires. Et là, en ce moment-là, c'est les communautés qui vont prendre en charge ces écoles et on estime que si les choses sont bien menées, d'ici là, on aura une école maternelle, des écoles maternelles publiques en bonne et due forme et les écoles maternelles communautaires et les écoles maternelles privées. Vous comprenez? Et ça fait donc que les écoles maternelles communautaires, bien évidemment, comme il s'agit d'un correctif des écoles maternelles publiques, les coûts seront moindres. On pense à peu près que d'ici là, un enfant dans ce genre d'école pourra payer 2000 francs. Donc, c'est autant de mesures qui sont pensées pour respecter le droit à l'éducation. Mais le droit à l'éducation, c'est vrai que vous avez expliqué même la nuance de terminologie entre l'éducation de base qui est une éducation et les enseignements secondaires qui deviennent juste l'enseignement. Mais dans la pratique, on observe l'école primaire gratuite, l'école secondaire, on l'a dit, payante, le supérieur encore plus payant, c'est-à-dire bien cher. Ça montre que la gratuité ou le droit à l'éducation devrait donc se limiter au primaire. Est-ce que les autres ne vont pas se sentir plus ou moins lésés ou brimés dans leur droit d'accès à l'éducation lorsqu'on accède une fois au secondaire ou au supérieur? La logique est la suivante. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on se dit que l'école maternelle, par exemple, qui est restée payante à 5 000 francs minimum, est une école de luxe pour un enfant. C'est ce qu'on se dit. La même chose pour les enseignements secondaires. Ça veut dire que là où l'État a mis beaucoup d'accent et veut mettre beaucoup d'accent pour avoir un grand nombre, c'est l'éducation de base hors maternelle qui est payante. Et c'est l'éducation de base version école primaire. Pourquoi? Vous allez constater que quand un enfant entre à la CIL, l'enfant qui est passé par la CIL fait 2 ans. 2 ans, oui. Parce que chez nous, il faut savoir qu'il n'y a pas 3 ans à la maternelle. Hein. La maternelle n'a pas 3 ans. Contrairement à certaines pratiques qui ont cours, la maternelle n'a que 2 années. Il y a la moyenne section et la grande section. La petite section n'existe pas. Bon. Un enfant donc qui entre à la moyenne, à la petite section, à la moyenne et à la grande section, on essaie d'affiner ses aptitudes, on essaie d'affiner les habiletés pour lui permettre d'aller faire l'école primaire. Seulement, on sait, donc c'est vrai que les études ont montré que les enfants qui passent par la maternelle sont plus performants et ils vont plus rapidement dans le cycle primaire. Ça, c'est vrai. Mais il est aussi démontré que si on met un accent particulier sur la CIL et le CP, et on essaye de respecter les canons de transmission de connaissances qu'il y a là-bas, avec tous les contours, un enfant qui entre à la CIL va quand même finir pas si faiblement son système, l'école primaire. Or, l'école primaire a 3 paliers. Il y a le niveau 1, à 3 niveaux. Il y a le niveau 1, le 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous voyez? Bon. Et l'enfant qui entre à l'école maternelle, c'est la CIL, CP, CCP, niveau 2, CE1, CE2, niveau 3, CE1, CE2. Pour que tous le sachent, oui. Voilà. Ça fait donc que quand vous prenez un enfant, l'âge normal pour l'entrée à la CIL,
c'est 6 ans. C'est 6 ans. Même comme les parents forcent aujourd'hui, ils envoient les enfants à l'école tôt parce que ils veulent faire des génies à 15 ans. Nous, il est prouvé que notre système a été conçu pour recevoir les enfants à la CIR à 6 ans. Parce que c'est à 6 ans que l'enfant a les capacités psychomoteurs, l'enfant a les capacités psychocognitives et psycho-affectives pour assimiler les cours qui lui sont donnés, les leçons qui lui sont données. Donc, si sur ces 3 compartiments psychologiques, l'enfant n'est pas capable de tenir, vous allez constater que vous allez avoir un enfant à 15 ans au cours moyen de, un enfant à cours moyen de à 9 ans, comme c'est la tendance aujourd'hui, qui aurait peut-être récité un certain nombre de choses, mais il n'aura pas les aptitudes nécessaires pour continuer. Bon, là, c'est un conseil que je profite pour donner aux parents. Bon, maintenant, à 6 ans donc, l'enfant fait sa cible. Vous voyez donc que s'il fait normalement son parcours, 6 ans plus 6 ans, 6 ans plus 6 ans, l'enfant va sortir du cours moyen de à 12 ans. Et selon dans la taxonomie cognitive de Piaget, il est comme ça déjà au stade de l'intelligence formelle. Ça veut dire qu'il peut déjà manier les concepts. En ce moment-là, il va en 6e normalement. Donc, à 12 ans déjà, l'État se dit donc que si on met un enfant, si les parents n'ont pas les moyens d'envoyer un enfant à l'école, à la moyenne, à la grande section, et on le prend au moins à la CIR à 6 ans, l'enfant va évoluer dans son circuit et va atteindre 12 ans. 12 ans. Et déjà à 12 ans, les expériences ont montré que déjà à 12 ans, les enfants, certaines filles atteignent déjà la puberté, surtout dans les grandes villes. Les études du professeur Tchala l'ont démontré. Donc déjà à 12 ans, on est quand même capable d'avoir là un enfant que si on l'a enseigné dans les canons de l'art par les compétences, comme on le dit aujourd'hui, il sera capable déjà peut-être de préparer les petits mets par-ci, de faire un petit job par là, de faire un truc par là, en attendant qu'il mûrisse pour atteindre 16 ans, 18 ans, 20 ans, l'âge de la maturité. S'il n'a pas les moyens d'aller au dans collège. ce cadre, pour qu'il puisse arriver et franchir tous ces paliers, qu'on en arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle la promotion collective? Non, c'est un autre débat. Moi, je crois que là, c'est un autre débat. Je préfère qu'on l'ouvre plus tard. Mais je peux déjà dire que la promotion collective rentre justement dans les panoplies des mesures que l'État a prises pour essayer de réguler l'entrée et la sortie au cycle primaire. Pour que tous aient accès au droit à l'éducation. Oui. Bon, maintenant, je sais que vous souriez parce que vous questionnez la qualité de cette réforme. On va voir prochainement ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. D'accord. Pour cette émission de droit et citoyen, nous parlons du droit à l'éducation et notre invité qui est le docteur Kléber Etou, spécialiste en sciences de l'éducation, nous fait comprendre qu'il y a un droit à l'éducation qui est même contenu au niveau mondial dans les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, et c'est l'objectif numéro 2 si je me trompe. Donc ça veut dire que c'était très prioritaire pour qu'on le fasse. Le Cameroun l'applique, ce droit à l'éducation, depuis la haute hiérarchie avec le chef d'État camerounais, son excellence Paul Biya, qui a prôné l'école primaire, l'ARSA, l'école primaire gratuite pour tous. Et le Cameroun met en œuvre cette politique beaucoup plus pour le primaire, pour ne pas dissocier le droit à l'éducation à tous les niveaux. C'est pour cela qu'au secondaire et au supérieur, on parle des enseignements. Ce n'est plus l'éducation à la base, comme vous le disiez, en faisant référence par exemple à la définition de l'éducation, que ce soit selon la socialisation dans les termes du Djikem ou Piaget qui parle de progression dans l'éducation. J'aimerais bien sortir de cette édition de droit et citoyen avec vous, docteur, en posant une question sur la manière d'améliorer l'accès au droit à l'éducation pour toutes les couches sociales de notre pays. On constate que tout ce qui est mis en œuvre au niveau supérieur permet bien sûr d'accroître la proportion de la population qui a droit à l'éducation, mais n'arrive pas encore à atteindre l'optimum de 100%. Bon, là, votre question m'amène à sortir
de l'angélisme de mes propos de tout à l'heure pour essayer de rejeter un regard critique sur ce qui est fait. C'est vrai que je suis un fonctionnaire de l'éducation, je suis à un niveau de décision régional, mais on ne peut pas animer un système sans à un moment donné jeter un regard critique. Bon, mais pour jeter un regard critique objectif, il faut rester dans le contexte camerounais. Ce que je viens de dire là, si cette émission s'arrêtait en ce moment, beaucoup de téléspectateurs diront que tout va bien. Bon, mais malheureusement, nous sommes là en face d'un problème social très difficile à mener d'une part. Mais on sent à tous les niveaux des goulots d'étranglement. Tout à l'heure, vous avez évoqué par exemple la gratuité de l'éducation, qui est une condition du droit à l'éducation. Voilà. Bon, et que vous allez constater qu'il y a une sorte d'incongruité entre le droit de l'éducation proclamé et la pratique de ce droit de l'éducation là. Bon, vous allez, les manuels continuent à coûter cher. On n'a pas encore mis à la disposition des élèves du primaire ou du primaire notamment un certain nombre de manuels qui vont permettre d'avoir l'éducation gratuite. C'est vrai que ces jours-ci, il y a quelques avancées dans ce sens. Il y a dans les écoles primaires, l'État, je crois, à la rentrée, cette rentrée scolaire et la rentrée scolaire passée, l'État a mis à la disposition d'un certain nombre d'écoles des kits scientifiques pour les manipulations dans les leçons de sciences et tout. L'État a également mis à la disposition des élèves quelques manuels d'éducation à l'environnement. Non, pas d'éducation à l'environnement, à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté. Là, c'est gratuit. Hein. Quand on dit mettre à la disposition, ça veut dire que c'est des ouvrages qui sont mis à la disposition. Nous avons quelques livres de lecture qui circulent ça et là de manière gratuite dans les écoles. Mais quand vous voyez que je dis ça et là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je crois que pour améliorer le système, il faut que l'État fasse un effort pour que les intrants scolaires soient vraiment moins chers. Vous voyez, pour permettre au plus grand nombre d'avoir. Quand j'entends par intrants scolaire, nous avons les livres de première nécessité comme la lecture qui devraient circuler à bas prix, subventionnés par l'État et circuler à bas prix. Par exemple, si un enfant de CLCP doit avoir son livre de lecture à 500 francs, et l'État subventionnant le reste, trouvant des mécanismes pour que la différence de prix soit considérable, je crois que ça boosterait le droit à l'éducation. Bon, si le livre de lecture, j'ai parlé du livre de lecture, je vais parler, oui, c'est le livre fondamental, le livre de mathématiques aussi. Oui. Voilà. Il y a... Pouvoir lire et écrire, mais aussi que pouvoir calculer. Voilà, pouvoir lire, pouvoir écrire et pouvoir calculer. Pourquoi pas aussi le livre de la citoyenneté? Non, là, l'autre, là, circule déjà. Ça circule déjà et je crois que le stock que nous avons, que les responsables ont déchargé à la délégation, permettent quand même de dire que les écoles sont bien munies, sont bien fournies en ces livres-là. Bon, mais il faut ajouter, il faut augmenter la quantité et diversifier. Il y a les livres de première nécessité, comme on dit, il y a la lecture, le livre de lecture, le livre de calcul, comme on dit avant, ou bien de mathématiques, qu'il faudrait, n'est-ce pas, mettre à bas prix pour permettre à ces livres de circuler. Il y a également un problème structurel ou conjoncturel, s'il faut le dire, le recrutement des enseignants. Ça, c'est un problème sérieux sur la qualité de l'éducation et sur l'éducation pour tous. Le droit à l'éducation actuellement a un problème chez nous parce que les enseignants qui sont chargés d'encadrer pour la plupart sont des instituteurs contractualisés qui sont en attente de contractualisation ou alors en attente de recrutement. Ça fait donc que la qualité de leur prestation n'est pas bonne automatiquement, puisque vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller dans une bourse faire 5 ans
pour attendre un éventuel recrutement et attendre de lui également un Qui bon donne le rendement. meilleur dedans. Donc, je crois qu'il faudrait que quelque chose soit fait dans ce sens pour permettre au système, à l'école primaire précisément, d'avoir des enseignants de bonne qualité, n'est-ce pas, pour assurer ses droits à l'éducation. Il y a également comment on appelle ça, il faudrait des textes coercitifs. Des textes coercitifs. Maintenant, nous sommes au stade, nous ne sommes qu'au stade de la sensibilisation, mais il faut des textes coercitifs. Vous avez vu par exemple qu'en Côte d'Ivoire, récemment, je n'ai pas lu ce texte, mais par les médias interposés, j'ai suivi que Alassane Ouattara a décrété que les enfants d'un certain âge devraient aller obligatoirement à l'école. C'est sûr, je suis sûr que ça ne s'arrête pas là. L'école primaire gratuite ne suffit pas, il faut obliger les parents à envoyer les enfants à l'école. Oh, il suffit, oui, ça c'est ça me rappelle l'époque des grands-parents où ils disaient qu'ils étaient arrêtés et bastonnés pour ceux qui n'allaient pas à l'école. Voilà le problème. Qu'ils soient contraints d'aller à l'école. Exactement. Donc il faut contraindre les parents à envoyer les enfants à l'école. Bien évidemment, vous allez me demander comment c'est faisable dans un contexte où les infrastructures ne peuvent même pas contenir le peu qui y vont. Bon, c'est un problème de volonté politique. Il faudrait également, si l'éducation est la priorité dans une société, il faut donner les moyens, il faut mettre les moyens. Les moyens. C'est vrai qu'on va dire qu'il n'y a pas les moyens. Nous sommes en récession, nous sommes là et là et là, mais il faut développer, il faut investir sur le capital humain. Le capital humain, comme le disent les théoriciens de la chose, est le premier capital pour booster le développement. Or, si vous voulez avoir un pays émergent, un pays sain, serein, un pays en paix, vous devez investir sur le capital humain. Investir sur le capital humain. Et investir sur le capital humain, c'est à plusieurs niveaux. Il faut un personnel de qualité, c'est-à-dire formé, recruté, bien payé. Il faut des infrastructures appropriées et les intrants éducatifs également qui circulent. Si les intrants éducatifs, tels que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les livres et tout si de suite, les outils pédagogiques ne circulent pas, automatiquement, le droit à l'éducation va un peu prendre un coup. D'accord. Pour résumer donc, après avoir dit que le droit à l'éducation existe et qu'il est en application au Cameroun, avec déjà la mesure gouvernementale du chef de l'État camerounais pour que l'école primaire soit gratuite, vous pensez que pour améliorer ce droit à l'éducation pour tout le monde, il faudrait que les intrants soient disponibles à moindre coût, sinon gratuitement, notamment les livres, surtout ceux de lecture et de mathématiques. Il faudrait aussi qu'à côté, qu'il y ait des mesures coercitives pour contraindre les parents à envoyer tous les enfants à l'école. Mais avant la mesure coercitive, il faut également qu'on mette un accent sur les infrastructures en quantité et en qualité. Qui est suffisamment d'infrastructures. C'est le prix à payer, oui, puisque pour contraindre les parents à envoyer à l'école, il faut qu'il y ait des infrastructures des infrastructures adéquates en quantité et en qualité pour accueillir les enfants. Et il faut également un personnel, je l'ai dit, bien formé, et recruté et bien payé. C'est vrai que nous avons développé en gros le droit à l'éducation et nous allons sortir de cette émission, mais je ne sortirai pas ou je m'en voudrais sans vous poser une toute dernière question, puisque Dr Kleber et tout, vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation, didacticien de culture nationale. Mais l'un des débats qui est souvent présenté comme un serpent de mer, c'est la culture nationale qu'il faut intégrer dans notre éducation. Est-ce que ça ne deviendrait pas aussi un droit pour l'enfant d'être enseigné sur les éléments ou avec les éléments de sa culture nationale? Je suis très à l'aise, je suis très content parce que vous avez embrayé avec le droit à la culture. Chaque peuple, ça rentre dans les droits de l'homme. Chaque peuple a le droit à sa culture, manifester sa culture. Il n'y a que des entreprises de génocide culturel telles que engagées par les missionnaires en Afrique qui nous ont fait croire que les cultures, que nous devons abandonner nos cultures
pour je ne sais trop quoi. Un peuple qui n'est pas attaché à sa culture est un peuple en errance culturelle, donc en déperdition. Donc, voilà le préalable. Ça veut dire que si les gens ne comprennent pas déjà ça, ils vont, on va naviguer à vue et ça ne donnera finalement rien au bout de compte. La preuve, quand vous regardez les pays africains aujourd'hui, après l'accession à l'indépendance, supposée indépendance, pseudo-indépendance de 1960, nous sommes en train de nous rendre compte aujourd'hui que nous n'évoluons sur aucun plan. Mais ceux qui ont étudié les cultures africaines comprennent très bien, ou ceux qui ont étudié les problèmes culturels, qui ont questionné le mode de vie des gens, on pense aujourd'hui que c'est parce que nous avons laissé de côté nos cultures que nous sommes en état de sous-développement. Ça, c'est une remarque pertinente. Ça, c'est une assertion pertinente. Bon, c'est vrai que ça relève un peu de la réflexion, mais il faut élever la réflexion pour comprendre ça. Donc, si aujourd'hui, on a introduit à tous les niveaux de notre système éducatif l'enseignement de la culture nationale, la culture nationale, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le système qui n'était basé que sur les langues étrangères, dont les cultures étrangères, nous a conduit plutôt vers l'échec. Par conséquent, il faut absolument que nous revenions à notre environnement socio-culturel pour promouvoir le développement. Et parce que le développement est défini comme la transformation de son milieu de vie. Une transformation positive, c'est-à-dire vers comment on appelle ça, d'un stade de vie moins développé vers un stade plus évolué, moins évolué vers un stade plus évolué. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une évolution. Or, vous ne pouvez pas transformer. Regardez comment fonctionne notre système éducatif. Tout se passe comme si nous formions les enfants pour qu'ils aillent plutôt travailler en Europe. Vous voyez ça? Quand un enfant part le bac, la première tendance, c'est qu'il doit chercher à aller en Europe. La raison est qu'il est formé depuis le berceau pour aller en Europe. Tout ça pourquoi? Parce que les langues d'apprentissage sont les langues étrangères. Regardez en quelle langue je parle là. C'est en français. Nous revenons sur ce verset. Oui, j'aurais dû m'exprimer comme ça en ma langue nationale. Oui, nous revenons sur ce verset des langues et du droit à la culture. C'est ça, langue et droit à la culture. Il est temps juste de conclure pour cette édition qui concerne